Salut à tous et bienvenue sur Audio Concept Studio. Aujourd'hui, on va aborder une notion élémentaire du son, à savoir la prise son, le moment où vous allez capter le son. Dans votre chaîne de son, c'est évidemment l'étape la plus importante. Plus votre prise son est bonne de base, moins vous avez à la retraiter derrière, notamment dans les cas de nos amis vidéastes et streamers. Par conséquent, avec l'ami Lifeless, d'ailleurs salut Lifeless. Salut Fred, salut à tous, on est super content de vous retrouver à nouveau pour une petite vidéo. Cette fois-ci une vidéo qui nous tient à cœur puisque ça va être des conseils techniques et on espère vraiment que ça va vous permettre de pouvoir optimiser vos prises de son et votre musique, votre vidéo, peu importe. On va vous expliquer comment réaliser votre prise son dans les meilleures conditions possibles. C'est parti. Pour réaliser une bonne prise son, il vous faut du matériel adapté à ce que vous allez faire. Vous allez me dire, oui mais Fred, ça on s'en doutait. Mais vous êtes sûr ? Je vais vous expliquer une petite chose ou deux que peut-être vous ne saviez pas. Pas la peine, pour commencer, d'acheter des micros à 3, 4, 500 balles, ça sert à rien. Pour preuve, le micro qui me capture actuellement marche par paire et m'a coûté moins d'une centaine d'euros. Le micro de la caméra avec lequel vous m'entendez actuellement m'a coûté pareil moins d'une centaine d'euros. Par contre, on peut passer sur des choses comme celle-là, mais qui ont des applications spécifiques, comme ce micro-là par exemple, qui est un AKG P2, qui est plutôt orienté pour prendre des grosses caisses de batterie ou des amplis de basse. Ne surévaluez pas vos besoins. Si vous êtes vidéaste, un petit micro-cravate à 15-20 euros peut très bien faire l'affaire. Pas la peine d'investir 70, 80, 100 euros dans quelque chose qui sera probablement d'une qualité peut-être un peu supérieure, mais dont vous serez incapable de faire la différence de toute façon. Donc premier point à retenir, c'est celui-là. Votre matériel, choisissez-le en fonction de ce que vous voulez faire, de votre niveau, et surtout, pensez bien à ne pas surévaluer vos besoins. Bon, évidemment, c'est pas le seul point à prendre en compte. D'ailleurs, Lifeless, il y a un truc que même moi, parfois, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est la résolution, et est-ce que ça a un rapport avec la qualité, s'il te plaît ? Alors de nos jours, il y a beaucoup d'appareils qui vont proposer une haute résolution. Il ne faut pas confondre parce que haute résolution n'est pas synonyme de qualité. Ça a vraiment aucun rapport. La qualité, elle va être liée justement à la qualité de l'électronique qu'il y a dans vos appareils, entre autres. Pour ce qui est de la résolution de votre enregistrement, donc déjà, première chose importante, on essaie de travailler avec des formats non compressés, c'est-à-dire avec du WAV, AIFF, des formats standards qui ne sont pas compressés de base. C'est toujours beaucoup mieux et ça permet vraiment un gros travail derrière, en post-production. Si vraiment vous n'avez pas le choix, vous pouvez quand même travailler avec du MP3 ou des formats assimilés, mais ça va vous limiter énormément et la qualité et les retouches possibles derrière, faut le savoir. Après, au niveau de la résolution, un CD c'est 16 bits, un DVD c'est 24 bits, ça en fait c'est ce qui va coder l'amplitude de votre signal. C'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir un bruit de fond qui va être très éloigné, très faible, et donc un son propre au niveau de l'enregistrement. Moi je vous recommanderais de travailler en 24 bits, la résolution DVD, et après pour ce qui est de la fréquence d'échantillonnage, c'est-à-dire ça c'est la fréquence à laquelle un appareil numérique va prendre un échantillon pour numériser un signal. Moi je travaille très souvent en 44,1, c'est-à-dire la fréquence du CD. On peut aussi travailler en 48 et éventuellement plus, mais sachez une chose, travailler à haute résolution, ça va aussi vous faire des très gros fichiers sur vos enregistreurs, vos caméras ou vos ordinateurs, et donc c'est des fichiers qui vont être très lourds à manipuler. Si vous avez un doute, commencez par faire du 24 bits 44,1 kHz. Vous avez déjà quelques pistes pour commencer à améliorer votre son, mais il y a autre chose qui est primordiale encore une fois, c'est le réglage du gain d'entrée, du volume d'entrée. Quand vous faites une prise son, vous voyez toujours, vous savez, ce petit vumètre là, cette petite chose là que vous voyez monter, descendre très souvent. Il faut absolument que vous ne tapiez jamais au zéro. Le zéro, c'est la saturation, c'est que vous êtes allé trop fort et donc votre son va saturer, va devenir crachouillant, un peu dégueu et tout. Et en plus de la saturation, vous risquez d'avoir des souffles et des bruits parasites. Le moindre pède-mouche dans la pièce, vous risquez de le capter. Donc c'est vraiment à éviter. A contrario, si votre niveau est trop faible, eh bien on risque de ne pas vous entendre correctement et malgré un mixage ou un traitement de son, eh bien le son n'est pas forcément rattrapable dans ces cas-là. Il faut viser entre -3 à -12 dB par rapport à votre piste principale. Ça sert à rien de vouloir trop se rapprocher du zéro. Petite chose qu'il faut prendre en compte, si vous avez un volume très fluctuant, par exemple sur une trompette ou sur une batterie, eh bien forcément vous devrez laisser une plus grande marge de manœuvre puisque les impacts ou les attaques pourront vraiment faire déborder votre son. Plus votre source fluctue, plus vous vous laissez de la marge, moins vous réglez votre gain d'entrée fort. Pour conclure cette partie, n'oubliez pas que si vous faites par exemple des voix chuchotées, des voix criées ou des passages avec vraiment beaucoup d'amplitude de volume et puis après des passages vraiment avec très peu d'amplitude, faites plusieurs prises. N'essayez pas de tout faire d'un coup, vos réglages ne seront pas bons et ça ne fonctionnera tout simplement pas. Prochain point, c'est choisir le lieu adapté.
Dans ma pièce, moi par exemple, je sais qu'il y a un peu d'écho. C'est pas forcément dérangeant, mais je sais aussi que ça s'entend. Si je tournais en extérieur avec un micro-cravate, dans un endroit très ouvert, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas d'écho du tout et que le son soit très bon. Choisir le lieu dans lequel vous enregistrez votre son, c'est capital. Si vous êtes au fin fond d'un château qui résonne comme une église et que vous devez faire une prise son d'une interview ou ce genre de choses, vous risquez d'être légèrement embêté par ce genre d'effet. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est de l'écho. Et bah ça, c'est vrai que moins on en a, mieux on se porte. L'écho, on le rajoute plutôt en post-production. On le veut pas naturellement dans notre prise son. C'est beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, choisir évidemment l'endroit adapté, la pièce qui convient à votre prise son. Faut pas qu'il y ait trop d'ambiance de pièce, donc trop d'écho par exemple. Faut pas qu'il y ait de bruit parasite comme un frigo ou un néon qui grésille. Mais il faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire isoler complètement la pièce et du coup avoir un son qui va être étouffé et vraiment pas agréable à l'oreille. Il faut trouver le juste milieu pour ce que vous voulez faire. Choisir le lieu adapté c'est bien, mais encore faut-il savoir placer son micro. Et pour ça, c'est Lifeless qui va vous expliquer. Oui, pour les placements de micros, des conseils très importants. Déjà, vous allez éviter de placer vos micros près d'un mur. Vous allez avoir donc les réflexions du son sur le mur qui vont vous donner un son très particulier et qui vont rapidement, éventuellement, gâcher votre prise de son. Donc le placement de micro, faut vraiment pas se dire qu'on pourra rattraper ça après, à la post-production, au montage ou autre. Vraiment, prenez bien le temps de placer vos micros, de faire différents essais de placement. Donc pour ça, un casque peut être très pratique. Vous gardez le casque sur les oreilles, vous déplacez votre micro, vous essayez différentes choses. Le placement du micro, tout comme le choix d'ailleurs du micro, est essentiel. Donc si vous avez plusieurs micros, n'hésitez pas à les tester, à les comparer, parce que chaque micro va avoir son caractère différent et sa manière de capter telle ou telle fréquence. Et ensuite, pour le placement, pensez bien qu'il y a 3 facteurs principaux. Donc la distance entre le micro et la source, la hauteur entre les deux, et également l'axe entre les deux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez bien entendu lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide vraiment au référencement. Mettez des commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou s'il y a des choses que vous voulez qu'on développe, eh bien on le fera. Donc l'abonnement, la cloche des notifications comme d'habitude. Et si vous voulez nous soutenir financièrement pour nous aider à travailler en présentiel, eh bien on a désormais une petite page Tipeee. Le moindre euro sera utilisé pour les vidéos et ne sera jamais versé comme salaire ni à Lifeless ni à moi. Ça servira pour du matériel et des trajets pour se voir et ça ne sera utilisé que dans ce but-là. On est en train de travailler sur les contreparties. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de contreparties, vous n'hésitez pas. On se revoit au plus tard samedi prochain. D'ici là, prenez soin de votre son et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao!